que la région kurde qui se trouve sur la frontière turque, c'est une région très sensible. Les autorités n'osent pas à ouvrir déjà un autre front. Et deuxièmement, pour ne pas donner un prétexte à l'État turc qui est très hostile d'ailleurs à l'égard des Kurdes. Déjà, les médias, ils ont parlé que les frères musulmans ont signé un accord avec les autorités, les islamistes qui gouvernent en Turquie. C'est un accord composé de 6 points en donnant des promesses aux autorités turques pour diminuer, pour réduire la présence et les droits des Kurdes après la chute de Bachar al-Assad. Alors Khalid, on ne va pas vous reprendre la parole tout de suite, mais dites-nous en quelques mots, puisque le tour de parole doit continuer, oui. on reviendra ensuite sur le détail justement de la minorité dont vous êtes ici à la Rive du Jeu le représentant, mais en quelques mots, comment vous voyez dans les mois qui viennent l'avenir de ce processus révolutionnaire? Alors, ce processus professionnel, il est conditionné par la complexité ethnographique et confessionnelle en Syrie à la fois, et puis la complexité géopolitique de la région. Le pouvoir de Bachar al-Assad, jusqu'à maintenant, il jouait sur plusieurs registres. D'abord, la redistribution de pouvoir par la cooptation, la répartition de la richesse par la corruption. Donc, il pouvait avoir des appuis dans plusieurs régions. Mais actuellement, il est contesté par la majorité de la population. La masse silencieuse en Syrie, on peut expliquer par la non-représentativité des minorités au sein de l'opposition et puis la manipulation de l'opposition par des puissances régionales et internationales, notamment la Turquie et les pays du Golfe. Et puis, le plan, actuellement, je pense, la crise syrienne ne peut qu'être réglée par une solution politique. Je pense que le plan de Kofi Annan est le moins mauvais. On ne peut pas dire que c'est l'idéal. Actuellement, il y a presque un consensus international sur le plan de Kofi Annan. Et je pense qu'un congrès regroupant toutes les forces démocratiques de l'opposition peut élire et former une instance qui doit négocier la passation de pouvoir et assurer la période transitoire pour établir un État démocratique. Merci beaucoup en tout cas pour ce premier état des lieux, Khalid. On verra si ceci relève de ce qu'on appelle méchamment en anglais le wishful thinking dans la seconde partie de la discussion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pierre Asner, lui, c'est pas un Munichois. Il a toujours été quand même aux côtés, disons, un compagnon de route critique, disons, du droit de l'homisme et notamment de la règle du jeu, partisan du devoir d'ingérence, notamment au Kosovo. Alors je le rappelais, vous êtes un élève de Raymond Aron et à ce titre, c'est vrai, vous avez réfléchi aussi parfois à la légitimité pleine et entière de la guerre ou en tout cas à l'illégitimité pleine et entière du pacifisme. Quel bilan vous faites justement de cette révolution visiblement très mal engagée en Syrie aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, je dois dire que par suite d'une mauvaise communication téléphonique, je ne savais pas, j'étais le seul dans la salle, je pense, à ne pas savoir, concentré sur les minorités. Autrement, si j'avais su, je serais venu parce que ça m'intéresse beaucoup et que je dis pas une minorité syrienne, mais non, à voilà. votre manière, vous êtes en minorité ici, puisque Voilà. il y a surtout des membres de l'opposition et Voilà, il y a je deux sais. experts. Donc Bon, vous êtes, c'est vrai, vous êtes aussi une minorité. Oui, mais expert justement pas de la Syrie et des minorités. Donc vous m'avez très bien introduit, mais c'est une parenthèse par rapport au sujet. La seule chose que je connais, c'est le point de vue international. Et en effet, nous étions... On vous rassure, l'enjeu des minorités, c'est une grille d'entrée, mais de toute façon, il faut qu'on parle de la situation aujourd'hui de la Syrie plus largement. Voilà. Alors, nous étions ensemble ici il y a quelques mois sur la Libye et je trouve il y a toujours ce problème quand on se place à l'extérieur et comme nous, surtout on n'aime pas ni les génocides ni les totalitarismes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et
il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il fallait sauver Benghazi, par exemple, mais je trouve, c'est une parenthèse introductive, si j'ose dire, qu'après, on a une responsabilité aussi sur la solution qu'on laisse. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la Libye. Il y a ce qui se passe au Mali qui en est une conséquence, les armes partout, les milices, etc. Et donc, je me trouve toujours placé entre l'intellectuel antitotalitaire qui voudrait, qui dit il faut y aller, il faut que ça cesse, et le professionnel des relations internationales qui regarde la complexité non seulement intérieure et régionale, mais aussi sur le champ international. C'est un destin finalement d'être toujours à mi-chemin de Glucksmann et Lovedrine, mais ça va être une condition difficile à habiter, mais visiblement ça va quand même pour vous. Voilà. Alors, ici, il me semble, tout ce que je vois, c'est qu'il y a une première partie où nous avons perdu et où aussi l'opposition a perdu. Il y avait pendant des mois et des mois des manifestations pacifiques et héroïques où des gens savaient qu'ils risquaient de se faire tuer, que tous les jours il y avait des dizaines, des centaines de morts et des bombardements, une répression absolument barbare qui a l'air d'être une spécialité de la famille de Assad, etc. Et là, on savait, les amis syriens que j'ai quand même nous disaient, ce que l'on vient de dire, ce que Assad voudrait, c'est une guerre civile et un affrontement de minorités religieuses ou ethniques, etc. Voilà ce qu'il faut éviter. Or, si la communauté internationale existait, c'est ce qu'on aurait évité. Il aurait fallu faire un ultimatum à Assad en disant on ne peut pas tolérer ça. Si vous continuez, on intervient. Sinon, il y a un blocus, il y a éventuellement une intervention pour arrêter le massacre. Cela ne s'est pas fait parce que il faut passer par l'ONU. La Russie et la Chine ont dit on nous a appris une fois avec nos abstentions, cette fois on ne voit plus. La Russie vraiment a intérêt à tout, a intérêt à garder la Syrie, a intérêt à ce que le prix du pétrole monte, se trouve plutôt en vainqueur actuellement de la première phase. L'opposition n'arrive pas à s'unir parce qu'elle est divisée et il y a des interventions qui, comme on l'a dit, ne sont pas du goût des démocrates laïcs que nous sommes. Alors, dans cette phase-là, je ne sais vraiment pas maintenant qu'est-ce qu'on peut souhaiter de manière réaliste. Qu'est-ce que nous, de dehors, devons et pouvons faire. Parce que je suis beaucoup plus sceptique que mon prédécesseur sur le plan Kofi Annan. J'ai l'impression que pour l'instant, ça a servi surtout à accentuer la répression en attendant la date et que ça ressemble beaucoup à la mission de la Ligue arabe, c'est-à-dire Assad jouant la montre et après ça continuera, etc. Et du coup, on commence à parler, oui, il faut armer, mais qui est-ce qu'on arme? Ce n'est pas forcément les gens que l'on souhaiterait. Et devant ce dilemme, faire confiance au fait que à partir d'après-demain, c'est après-demain, je crois, le 10, la répression va s'arrêter et qu'on va négocier le départ de Béchir Ben Assad, je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Et en même temps, je ne crois pas que nos gouvernements étant ce qu'ils sont, étant engagés dans des campagnes électorales, que ce soit nous les Américains, l'ONU étant ce qu'elle sait, puisque il faudrait aussi se demander si la légitimité internationale, c'est forcément l'ONU et le Conseil de sécurité. On ne serait pas intervenu au Kosovo si on avait entendu le Conseil de sécurité. Et un ensemble de choses font que je suis venu pour apprendre. Je suis solidaire de ce que pourra être fait par nos amis, mais je n'ai pas de solution pour l'instant à apporter.
Merci beaucoup. En tout cas, Pierre Asner, on vous rassure, vous êtes totalement dans le sujet et c'est pas une conclusion, mais ce diagnostic un peu aronien, justement, déceptif, hein, déceptif vis-à-vis de tous les mots d'ordre, nous convient parfaitement et en tout cas nous permet d'avancer dans la réflexion. Alors, il le disait à l'instant, Bernard Guetta, Pierre le disait à l'instant, le plan Kofi Annan finalement risque plutôt de servir la Ligue arabe à jouer la montre et à Assad à accentuer la répression. C'est votre avis aussi ? Le plan Kofi Annan, il est mieux que rien. Mais on ne peut pas être déçu par ce qui se passe aujourd'hui dans la mesure où il n'y a jamais eu la moindre raison de placer des espoirs excessifs ou même très minces dans cette démarche. Je dirais que le plan Annan, il a un avantage, c'est que peut-être à la puissance 10, le jour où il aura échoué, où il sera clair qu'il a échoué, parce qu'il a déjà échoué, je pense, cela mettra les Russes et les Chinois, particulièrement les Russes, dans une situation un petit peu plus délicate. Dans la mesure où il y a pire qu'une mauvaise volonté, un refus absolument évident du régime syrien de suivre la démarche proposée par l'ancien secrétaire général de l'ONU. Donc c'est un petit caillou diplomatique sur lequel il ne faut pas ironiser parce que, à défaut de ce petit caillou, je ne vois vraiment pas ce qui pouvait être fait. Donc c'est déjà ça. Aussi peu que ce soit, il n'y avait pas de raison de se faire de grandes illusions, il y en a de moins en moins, etc. Maintenant, une intervention militaire, même limitée, ciblée, discriminée, c'était pas possible. Non, vous savez, c'est comme les architectes. Ils vous répondent tout est possible, c'est une question de prix. En l'occurrence, oui, évidemment que c'est possible une intervention militaire. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Une intervention militaire pour faire quoi ? Etc., etc. Quand il s'agissait d'empêcher Kadhafi de passer Benghazi par le fil de l'épée, ce qu'il aurait fait naturellement, l'objectif était parfaitement déterminé, ça ne gênait personne, aucun régime dans la région. Kadhafi était universellement détesté par tous les régimes de la région. Ça ne gênait certainement pas la population libyenne. Ça embêtait un peu M. Berlusconi, mais de toute manière, déjà à l'époque, ses jours étaient comptés. Puis, franchement, c'était pas le problème. Non, véritablement, l'opération était claire, simple, facile. Avec tout ce que nous venons d'entendre sur la composition de la Syrie, son histoire, les dynamiques régionales, etc., on voit immédiatement que l'affaire est infiniment plus complexe et qu'on ne peut pas se dire on y va comme en 14. Non, évidemment, je ne fais pas partie des gens qui moqueraient ou encore moins dénonceraient l'inertie des diplomaties, etc. Je trouve au contraire remarquable, véritablement même étonnant, stupéfiant, que les diplomaties, notamment françaises et américaines, soient à ce point mobilisées, car elles le sont quasiment 24 heures sur 24 pour la défense de l'insurrection syrienne, mais la marge de manœuvre est incroyablement faible. Alors, elle est incroyablement faible pour les raisons qui viennent d'être dites, à savoir la complexité de la composition nationale de la Syrie. Mais elle est incroyablement faible pour une autre raison qui pèse infiniment plus que la mosaïque syrienne. C'est qu'on est d'ores et déjà dans un affrontement d'une beaucoup plus grande ampleur et qui donne le vertige, qui simplement donne le vertige entre les deux religions de l'islam, je veux dire entre le sunnisme et le chiisme. Quand on voit la ligne de fracture qu'a non pas provoqué l'insurrection syrienne, mais souligné et creusé l'insurrection syrienne, mais les choses sont stupéfiantes de clarté. Vous avez d'un côté qui ? L'Iran, dont le régime syrien est le principal allié dans la région. Sinon même une émanation, dit-on parfois. Hein. Non,
Non, le régime syrien en tout cas. a un prolongement, oui, peut-être politiquement parlant. Non, non, mais le régime syrien n'est pas une émanation du régime iranien. Le régime iranien est le fruit d'une révolution qui s'est produite il y a 30 ans, le régime syrien précédé, etc. Non, non, mais en revanche, ce sont des régimes profondément, totalement alliés sur la scène régionale. Or, le régime syrien procède partiellement, mais enfin, de facto, procède de la minorité alaouite, c'est-à-dire d'une branche du chiisme. Le régime iranien est chiite, cela va de soi, par définition. Le troisième allié de ce qu'on appelle le croissant chiite, c'est évidemment le Hezbollah au Liban, c'est-à-dire l'organisation la principale des organisations politico-militaires chiites au Liban, qui a été, on l'a entendu, et je le confirme naturellement, largement une création de l'Iran, non pas une création ex nihilo, mais l'argent et les armes... dans ce qu'on appelle, ce que les militaires appellent le croissant chiite, et je m'empresse de dire que cette expression ne me semble pas exacte, mais ce que les états-majors occidentaux appellent le croissant chiite, il y a donc l'Iran, le régime syrien et le Hezbollah. Il faut ajouter à cela, depuis l'intervention américaine en Irak et la chute de Saddam Hussein, le gouvernement irakien, le pouvoir irakien, dans la mesure où l'intervention américaine ayant permis l'organisation d'élections libres, peut-être qu'on peut contester des irrégularités, mais fondamentalement régulières. Dans ce pays, naturellement, les partis de la majorité chiite irakienne se sont retrouvés au pouvoir et ce gouvernement, et notamment le président irakien, de jour en jour, se rapproche sur le conflit syrien, je dis bien sur le conflit syrien, de la position iranienne, se rapproche donc du régime de Bachar el-Assad, et l'on retrouve là une ligne de fracture absolument claire, parfaitement claire, limpide, entre les deux grandes religions de l'islam. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que, à combattre ce régime sanguinaire de Assad, on risque, au fond, nous autres, disons, antitotalitaires occidentaux, de devenir les idiots utiles du sunnisme expansionniste ? Non, je ne vous dirai pas ça, parce que d'abord, il y a plusieurs sunnismes, de même qu'il y a plusieurs chiismes. Non, ne courons pas aux simplifications, essayons d'abord de faire les constats. Le constat, c'est du côté sunnite qu'il y a évidemment des alliances de fait, elles ne sont même pas formalisées, mais de facto, il se trouve d'un côté et de l'autre de la fracture principale, eh bien, il y a une conjonction entre des forces qui, en vérité, n'ont rigoureusement rien à voir entre elles, ou pas grand-chose à voir entre elles, si ce n'est qu'elles sont sunnites. Quel rapport y a-t-il entre la monarchie saoudienne et Qatar? Elles sont en pleine rivalité, ces deux-là. En pleine rivalité, elles ne jouent pas les mêmes cartes dans la région. Mais elles se retrouvent à la pointe du combat, du soutien à l'insurrection syrienne, ou en tout cas du soutien à la chute de Bachar el-Assad. On pourra formuler, ça revient au même au bout du compte, mais probablement que politiquement, sur le fond, c'est plutôt du soutien à la chute de Bachar el-Assad que du soutien à l'insurrection syrienne. Mais cela étant, pourquoi est-ce qu'elles convergent, ces deux monarchies riches, puissantes, influentes, le Qatar notamment par le biais d'Al Jazeera, mais pas seulement, par le biais de ses coffres-forts qui sont pleins à éclater. Pourquoi? Parce qu'elles pensent, et elles pensent, c'est juste, en termes d'analyse, je ne parle pas de morale, je parle d'analyse, elles pensent qu'une chute du régime syrien isolerait et donc affaiblirait l'Iran, qui est leur principal ennemi, qu'elles considèrent en tout cas,
assez à juste titre, comme leur principal ennemi. Mais ces monarchies, qui sont toutes, tout sauf démocratiques, partisans du respect des droits de l'homme et des libertés civiles, ont une deuxième raison de soutenir, là pour le coup, l'insurrection syrienne. C'est que leurs opinions l'exigent. Et que si elles ne le faisaient pas, elles se trouveraient en difficulté, je ne dis pas en grave difficulté, mais ça leur créerait une difficulté de plus sur leur scène intérieure. Et donc on passe là à une autre dimension, c'est que les populations arabes, sunnites, dans la région, marquées par la force du printemps arabe, qui est toujours vivant, par parenthèse, j'insiste sur ce fait, qui est toujours vivant, qui n'est pas mort. Ce n'est pas parce que des islamistes ont gagné les élections en Tunisie et en Égypte qu'ils seraient morts. En tout cas, moi, je m'inscris complètement contre cette idée. C'est ce que vous montrez brillamment dans l'un des révolutions arabes. Merci pour le brillamment. Non, mais c'est que c'est pas après le printemps l'hiver islamiste. Absolument pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il faut pas. Et donc, Alexis, la force de l'aspiration à la liberté, à la démocratie, au respect des droits de l'homme dans le monde arabe aujourd'hui est telle que le monde arabe est, je parle là des populations, après avoir parlé des régimes, est aux côtés évidemment de l'insurrection syrienne. Mais si l'on reprend la totalité du tableau, il y a cette ligne de fracture pour les deux raisons que je viens de dire, à laquelle il faut en ajouter une troisième. C'est que ça peut nous faire sourire, à nous qui sommes plutôt libres penseurs et pas spécialement attachés aux choses de la religion. Mais pour la famille Saoud, par exemple, les chiites sont réellement des hérétiques, sont réellement des gens qu'il faut combattre, sont réellement l'incarnation d'une abomination qu'incarnaient aux yeux des catholiques les protestants au moment des guerres de religion européennes. Et il n'y a pas plus de pitié là qu'il n'y en avait dans les guerres de religion européennes. Concernant les